CQ épisode technique. Je suis accompagné de Charles. Comment vas-tu? Ça va. J'étais un peu malade, mais écoute, on est sur la bonne voie, là. Lentement, mais sûrement. J'espère que c'est sûrement plus que lentement. T'avais plusieurs choses. On va apporter un premier épisode sur les tendances parce que on se fie, c'est l'automne, ça commence, on retourne le retour de travail est mal terminé, mais on est quand même là. Les choses changent, comment ça se projette devant nous, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qu'on doit regarder parce qu'il commence à avoir une bascule. Fait que je vais te laisser partir avec ça, puis on va jaser. Exact. Ben, comme tu mentionnes, septembre, c'est la saison des pommes. Donc ça, j'espère que tout le monde va faire son tour aux pommes, mais c'est aussi la saison, je pense, avant la fin de l'année où autant d'un point de vue légitime que criminel, je te dirais qu'on voit une hausse. Là. J'ai eu la chance de travailler pour une compagnie qui font beaucoup de réponses d'incidents, puis en ce moment, c'est débordé. Il y a beaucoup de trucs aussi qui ont été sortis récemment qui sont vraiment intéressants. Là. Par exemple, au niveau d'Azure, il y a quelqu'un qui a publié une façon de prendre le rôle Global Admin sur tous les tenants Azure. C'est quand même intéressant. Puis encore là, c'est causé par Microsoft et la complexité de cet écosystème-là. Puis, oui, celle-là est vraiment nice. Le doute que découvert un jeton de service puis commencer à aller passer partout. Là, celle-là, j'ai trouvé vraiment costaud. Là. Ouais, exact. Puis c'est ça le problème avec la complexité de ça. Puis c'est drôle parce qu'en parallèle, je faisais aussi beaucoup de recherches sur Azure, moi aussi, pour essayer de trouver des trucs parce qu'il y a un paquet de mauvaises configurations. Puis justement, on parlait il y a quelques années, là, ça fait quoi, 2 ans peut-être de ça, là, de Active Directory Certificate Service qui était devenu populaire parce qu'il y avait eu un super gros paper là-dessus qui expliquait plein de mauvaises configurations que tu pouvais utiliser pour abuser des certificats. C'est un peu la même chose, je pense, qui se passe avec Azure. C'est juste que c'est pas énormément documenté. Il y a un paquet de mauvaises configurations qui peuvent être faites, surtout avec les applications custom qui sont rajoutées par les entreprises. Fait que j'ai développé un super gros outil qui permet de tout automatiser ça. C'est super cool d'ailleurs, shameless plug. Là. Ce soir, dans mes lives, je vais coder cet outil-là en primeur. Donc, j'ai pas publié encore la totalité des recherches, mais pour ceux qui sont dans mon initiative, on va le coder en live. Fait que techniquement, ils vont avoir le droit d'avoir le tool eux-mêmes parce qu'ils vont avoir pris le temps de le coder. Puis j'explique aussi un peu le background, mais ce qui est vraiment intéressant d'Azure puis de tous ces systèmes extrêmement complexes, c'est que tu as 60 façons de t'authentifier avec 60 variables différentes dans 60 contextes différents qui te permet de faire 1 million d'affaires. Puis un truc que les gens ont tendance à oublier, c'est que tu t'authentifies sur une application dans le tenant Azure. Donc, tu dis par exemple, je veux m'authentifier dans le tenant X et j'aimerais aussi m'attacher à cette application-là X. Par défaut, Azure en a des centaines de déployés dans vos tenants qui sont juste là. Puis, les clients peuvent aussi rajouter leur propre application puis donner des permissions à ces applications-là. Puis des fois, pour une raison X, c'est un admin qui a décidé d'avoir une application un peu privilégiée, qui a fait hey, coche, on veut ça. Puis tu finis avec une application qui, en fait, donne des droits de Global Admin à tout le monde s'il y a un paquet de facteurs qui doivent être requis, par contre. Là, mais justement, tu peux automatiser la recherche des applications là, avec le consent type, tous ces trucs-là. Puis... c'est ça qui est intéressant parce que la complexité de ces environnements-là l'est aussi pour les gens qui sont en gestion de TI. C'est-à-dire que des fois, l'application ne marche pas, un peu comme dans le temps avec les firewalls. L'application ne parle pas, on va puncher un trou puis on va faire all, merci, bonsoir. Je pense qu'il y a un peu la même chose qui s'applique avec Azure. Ce qui est le fun aussi d'un point de vue attaquant, c'est que c'est une surface externe qui est exposée directement. Généralement, c'est un bon début quand c'est exposé sur l'externe. Donc, tu trouves aussi une faiblesse qui est généralisé à tous les tenants, tu as accès à potentiellement presque infini de clients. Donc, c'est toujours vraiment intéressant de voir ça. Oui, puis comme tu dis, les TI ont réglé les problèmes par raccourci. Puis j'ai énormément vu, puis les conséquences du confinement, les gens ont déployé massivement de façon incontrôlée et en manquant la maturité nécessaire pour le faire, des choses. Et tout le monde a essayé n'importe quoi. Tout le monde a greffé des applications au tenant. J'ai vu dans certains cas des coûts de 150 applications avec des autorisations graphes qui avaient juste aucun sens et qui étaient à la limite dangereuses d'avoir permis ce genre de choses-là dans un tenant de production avec des données potentiellement sensibles.
Définitivement. Puis le problème aussi avec ça, c'est que les gens déploient les applications, puis il n'y a pas nécessairement les outils pour auditer ça. Il y a peut-être des frameworks un peu obscurs là, faits par des pirates, j'ai envie de te dire, sur GitHub qui existent, mais je pense pas que tu as d'outils officiels de Microsoft de s'il te plaît, dis-moi si j'ai fait une connerie. Là. Je pense que ce serait un outil qui J'en ai pas trouvé jusqu'à présent. Non, exact, c'est ça. Il y a quelques scripts PowerShell par-ci par-là qui peuvent être collés ensemble pour peut-être arriver à quelque chose, mais il n'y a pas d'outils vraiment pour ça. Puis je pense que ça serait un besoin parce qu'une autre des conceptions erronées que les gens ont, ils ont assumé que tout ce qui était le cloud Microsoft était secure by default, là, ce qui est définitivement pas le cas. Il y a certains features, dont un dont j'oublie tout le temps le nom, mais il y a une permission, c'est users permission to read other users, je crois, là, quelque chose du genre, qui peut être mis à faux. En gros, ce que ça fait, ça dit que si un utilisateur standard a accès au tenant, une fois authentifié, ben, il ne peut pas voir l'information des autres utilisateurs. Un peu pour ceux qui sont habitués de faire du red team ou du pentest, on avait l'équivalent avec Active Directory. Dans que tu as un compte valide, ben, tu peux aller faire des queries LDAP et chercher l'information de tout le monde. Cette option-là ben, est designée pour empêcher ça. Le problème, c'est qu'il y a 3000 façons de passer à côté, même si ça, c'est enforcé. Tu as aussi la configuration que les utilisateurs peuvent créer des applications par défaut. Ce qui est super le fun, c'est que tu compromets un user. Tu vas register ta propre application en tant qu'attaquant, tu lui donnes un URL dans le tenant, puis après ça, tu t'en sers pour fiche. Fait que là, tu peux faire des redirections vers un serveur que tu contrôles, capturer des authentifications, des trucs comme ça. Donc encore là, c'est plein de feature rich. Puis je pense qu'on a un problème, là. Honnêtement, je suis peut-être pas le seul, là, mais au moins 4 fois par jour, j'ai envie de lancer mon ordi par la fenêtre parce que je trouve que tout est rendu trop compliqué pour rien. Des fois, je veux juste ouvrir la page, puis là, t'as un paywall, un sign-in, un verification, un push notification, ça prend 200 affaires. Puis c'est la même affaire aussi, je trouve, qui se trouve avec les solutions comme Azure. Tout ça, il y a tellement de features, c'est tellement riche, c'est facile de se perdre. Encore là, puis le problème, c'est je pense que pour les gens légitimes de TI, ça devient aussi un bordel total qui fait qu'à un moment donné, ils ont tendance à être un petit peu moins rigoureux dans leur sécurité, je te dirais, là. Oui, puis c'est tough, puis ça nous ramène au temps des Active Directory où ça aussi, plus on laissait le temps passer, pire c'était, puis pire c'est, moins ça nous tente d'aller fouiller là-dedans parce que c'est l'asile. Puis si on n'a pas des outils automatiques, c'est juste c'est des semaines de travail à passer à travers des configurations manuellement, à checker des JSON, puis de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est juste désagréable comme non, oui, c'est interminable. Puis encore là, il y a le faux sentiment de sécurité. Écoute, c'est super drôle parce que cette semaine, en début de semaine, j'ai commencé un Red Team chez un client. Puis il y avait une partie où il y avait de l'Assume Breach. Donc, nous, on disait, parfait, on va installer un Remoting Tools légitime, commercial, pour que je simule comme étant un employé qui a physiquement accès à la machine. Je nommerai pas les produits parce que c'est pas ça le point, là, mais ils ont un produit local qui fait du network filtering. Ils ont un EDR, NDR, Next Gen qui fait toute la magie. Ils ont des trucs au niveau réseau aussi pour bloquer tout ça. Tout ça pour dire que le Remote Access Tool fonctionne pas, il est bloqué, tu peux pas le downloader, il n'y a aucun network traffic qui sort, ils ont été obligés de puncher un hole dans tout leur stack pour permettre ça. Puis, tu sais, je cherche le mot, excuse-moi, mais tout le bagage TI nécessaire, tout le trouble pour que cette application-là passe, ça a été vraiment compliqué aux clients. Ça a pris 2-3 jours à setuper. Une fois, moi, j'ai mon accès, je fais comme d'habitude, j'amène ma payload malicieuse parce qu'après ça, moi, je veux partir comme si quelqu'un avait roulé un beacon, tout ça. Ça passe nickel. Aucune alerte, tout le monde est content, pas besoin de whitelister quoi que ce soit. Fait que tu regardes ces produits-là, tu te dis, OK, c'est cool, tu sais, vous avez un gros stack de sécurité, vous avez un sentiment de sécurité parce que vous voyez des blocs, des alertes, vous avez clairement du alert fatigue à tous les jours parce que juste pour avoir un remoting tool légitime, il a fallu qu'il fasse 300 exceptions. Sauf que là, quand tu as du vrai malware qui beacon back à l'Internet, il n'y a rien qui a été bloqué sur le système au niveau de l'exécution du trafic réseau, puis tu as un full C2 fonctionnel. Puis en plus, dans ce cas-là, j'utilisais Cobalt Strike avec des parties un peu custom là, au niveau du trafic réseau, comment le payload est lancé en mémoire et tout ça. Mais c'est quand même aberrant. Tu dis, le but de ces outils-là, c'est littéralement de protéger ça. Tout ce que ça fait, c'est rendre la vie pénible au TI, mais ça n'a rien bloqué. Non, c'est ça, c'est terrible. Puis les outils de sécurité, puis il y en a certains qui sont pires que d'autres, ajoutent une couche de complexité, probablement même volontairement jusqu'à un certain point, justement, pour rendre ça inaccessible puis exiger la présence d'experts, quand dans les faits, on n'a pas assez d'experts,
Ça devrait être beaucoup plus simple ou arrêter d'avoir des features. C'est comme, puis en ce sens-là, c'est un exemple un peu boiteux, mais c'est comme Office. Il y a beaucoup trop d'options. J'utilise, je pense, 5% d'Office. Le restant, ça aurait pu tout être enlevé, puis donc, ça l'enlève la surface d'attaque qui suit, parce que je n'ai pas besoin du 95% d'affaires weird il y a juste genre une personne, genre sur 1000 qui l'utilise. On est d'accord, sauf qu'au moins, cette feature-là que personne n'utilise ne représente pas nécessairement un risque de sécurité. Là où j'ai un problème, c'est que ces outils de sécurité-là, ils peuvent sortir. On a eu 200 000 alertes par mois, mais combien ont réellement bloqué une vraie attaque? Puis je pense qu'on en a parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'il y a malheureusement un gros skills gap entre le blue et le red, dans le sens où les gens offensifs ont tendance à mettre l'effort pour essayer d'être tout le temps révolutionnaire dans leur approche, tout le temps trouver la dernière technique, tandis que le blue assume l'outil fait toute l'intelligence, ils ont toutes leurs règles magiques, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais on assume que ça va marcher. Puis je pense qu'au Québec, du moins, là, j'ai même envie de te dire au Canada, je trouve que le thread hunting en entreprise est quelque chose qu'on voit pas énormément dans les faits, parce que, comme j'ai toujours dit, que l'EDR ou le NDR ou le produit de network monitoring n'ait pas fait d'alerte, c'est une chose, mais généralement, la donnée est là, le data est là pour travailler puis faire de la corrélation. J'ai juste l'impression que personne n'a envie de la faire, personne n'est éduqué, puis c'est pour ça que j'essaye personnellement d'éduquer les clients par rapport à ça pour qu'il y ait une meilleure compréhension, puis d'amener une plus-value à ces produits-là, parce que trop souvent, on branche ça puis on assume que ça va nous sauver le monde. Puis la réalité, c'est que tu le vois, je le vois, tout le monde le voit. Des brèches, il y en a à toutes les semaines dans tous les coins du monde. Puis visiblement, il y a quelque chose qui marche pas dans notre industrie, là, parce que il y a jamais eu autant de cyberproduits, de cyber-spécialistes, de cyber-experts, mais la quantité de breach n'a jamais été aussi haute. Il faut faire attention. Moi, sur LinkedIn, il y en a beaucoup, mais je suis pas sûr qu'ils se répliquent dans le vrai monde, eux autres, là. Ouais, ben c'est peut-être aussi l'industrie qui a un problème, dans le sens où tous les cyber LinkedIn experts sont pas nécessairement bons, mais ont quand même des emplois dans le domaine de la cyber. Puis c'est peut-être aussi à l'industrie d'être plus rigoureuse. Puis je te parle pas de dire d'avoir des jobs d'entrée avec 5 ans d'expérience. Là. Je te dis juste d'être peut-être plus rigoureux dans le processus de validation de l'expertise technique à un certain niveau. Puis encore là, il y a des degrés dans tout, là. Mais je pense que ça aussi, ça va aider, parce que des fois, on entend des absurdités. Justement, je sais pas si vous avez vu, je pense que c'est hier ou avant-hier, il y a un CVE qui a été publié pour Notepad++, là, qui est en fait rien. Là. Je sais même pas comment la personne a réussi à avoir un CVE. Puis justement, il y avait des gens sur LinkedIn qui repostaient ça comme si c'était the latest cool thing. Là. Mais en gros, ça dit juste que Notepad, il y a un folder avec un plugin. Si tu mets une DLL, il va la loader. C'est un peu ça le but du plugin folder, c'est de mettre une DLL. Oui, mais c'est rien de spectaculaire. C'est même pas du... Ouais, vas-y. Ouais, ça joue avec les privilèges d'utilisateurs. C'est pas une faille, là. C'est comme. C'est littéralement by design, c'est même pas du DLL sideloading ou quelque chose du genre, c'est vraiment juste Notepad. Si tu mets une DLL là avec une certaine structure, il va l'exécuter parce qu'il s'attend que ça soit un feature, parce que toi, tu viens de rajouter ton hook dans Notepad, mais ça a réussi à avoir un CVE, ça. Je sais pas trop comment. Puis il y a des gens qui font mousser ça sur LinkedIn comme si c'était le dernier truc qui allait briser le monde. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi. Il faut que tu aies accès à la machine déjà. Puis souvent, du côté de Microsoft, pour ce genre de CVE-là, ils vont dire, si tu as déjà un accès à la machine, on considère qu'on a un plus gros problème. Puis c'est souvent pas des trucs qui vont être considérés comme des vulnérabilités, encore moins dans un contexte comme ça. Donc, je sais aucunement pourquoi ça a fonctionné, mais ça a fait le tour de LinkedIn. Puis tu avais les deux, là, tu avais les cyber experts qui disaient patch now, il y a le feu. Et tu avais aussi les autres qui étaient comme, mais ça n'a pas du tout rapport. Puis ces deux communautés-là s'entendent pas vraiment bien, parce que il y a des divergences d'opinion qui sont quand même, selon moi, justifiées, là. Ouais, oui, puis on peut revenir sur ce que tu disais, le fait qu'au Québec ou au Canada en général, on a un désintérêt pour le threat hunting. Puis moi, je le vois plus au sens où on a beaucoup mis d'emphase sur du red teaming, les attaques, tout ça. Et on a oublié de mettre l'emphase sur le côté défensif. Et le côté défensif, par ailleurs, il est très complexe. Du threat hunting, c'est assez tough. Ça a la même valeur en termes de recherche que de l'offensif. De la recherche défensive, c'est très compliqué, c'est très tough. Ça demande des skills. Puis je pense que
à ton point, on dit qu'il y a un skills gap, mais il y a aussi un skills gap dans les red teamers. Il y a énormément de red teamers qui sont des gens qui savent opérer des outils, mais tu leur demandes qu'est-ce que l'outil a fait, ils n'en ont pas la moindre idée. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour ces gens-là d'aller expliquer à une équipe bleue, voici ce que j'ai fait, voici comment vous pourriez le détecter si eux-mêmes ne savent pas les traces que ça laisse. Puis, pour ceux qui font du technique, qui nous écoutent, là, l'exemple que je donne dans ma formation, c'est Secret Dumps de la suite Empacket. Tout le monde a utilisé ça au moins une fois dans sa vie. Puis ma question, c'est toujours la même, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cet outil-là fonctionne? Je pense que jusqu'à date, j'ai eu peut-être 3 ou 4 personnes max qui ont été capables de me donner une réponse qui était acceptable et une seule qui avait une vraie réponse complète. Mais c'est un outil qu'à peu près tout le monde qui a fait de l'offensive a utilisé, a réussi à avoir des hashes, de mots de passe avec ça. Tout le monde était content. Mais dans les faits, après ça, quand c'est le temps d'expliquer ce que ça fait, c'est quoi les artefacts que ça fait, ça devient silence radio. Donc, je pense que c'est un peu un parallèle, comme tu dis, c'est qu'après ça, tu demandes à ces red teamers-là qui ont de l'air élite sur papier parce qu'ils ont dompé tout ton domaine, mais tu leur demandes comment je peux, après ça, adresser ça et ils n'ont pas la réponse. Oui, parce qu'on n'a jamais mis d'emphase sur comment défendre, puis pourquoi justement, puis ça l'amène sur la compréhension de l'outil. Comme ce qui est sorti récemment, la stratégie pour geler les process d'ADR, Ouais. c'est une très bonne stratégie qui était là dans notre phase depuis longtemps, d'ailleurs. Je suis pas mal sûr que des gens l'utilisaient avant que ça devienne public là, dans les derniers temps. Mais c'est très le fun de voir que cette façon-là de désactiver le DR. Puis maintenant, ben, comme ça s'est rendu public, là, d'autres personnes se sont amusées. Maintenant, c'est le LSAS qui est maintenant utilisé. On est capable d'aller domper des choses comme ça, faire du Mimikat et ainsi de suite. Donc, on est capable d'avoir des outils légitimes dans Windows qui fait ça, mais comprendre pourquoi. Puis ça, c'est super intéressant. Pourquoi ça vient arrêter le DR? Mais là, il faut que tu comprennes la fonction de l'outil qui est légitime. C'est du living of the land. Puis là, ensuite, ça vient tout casser le restant. Mais je trouve ça magnifique, cette recherche-là, que la personne l'a expliqué. Puis c'est de comprendre les couches, justement. Puis ce que tu fais référence, maintenant avec LSAS, puis tout ce qui est EDR, en fait, c'est qu'il y a un concept dans Microsoft qui s'appelle les PPL. Là, c'est que tu peux mettre un protected mode sur ton process, qui fait que même si c'est système, techniquement, tu peux pas arrêter un process. Donc, normalement, tu peux pas stopper ton EDR, sauf que si tu roules dans le kernel, tu as les droits à ce niveau-là de bypasser ça. Donc, c'est souvent, il y en a ce qu'ils vont faire, c'est. Puis la technique d'arrêter l'EDR, en vrai, ça doit faire moins de 10 ans que c'est utilisé. C'est juste qu'il y a une espèce de cycle, j'ai remarqué, là, où les vieilles techniques redeviennent au goût du jour parce qu'il y a quelqu'un qui la redécouvre, qui a assez de followers pour que ça fasse son bruit, là, je te dirais. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps. J'ai dit ça, je dis, on a commencé en C à faire notre malware. Après ça, la nouvelle génération, on va prendre du scripting. Fait que là, PowerShell est devenu la grosse mode. Après ça, on est allé vers un entre-deux qui est un langage interprété genre .NET. Puis là, on s'est rendu compte que la détection s'améliorait. Puis là, ce cycle-là revient, en fait. Puis on revient parce que là, la grosse mode, c'est des buffs qui sont des object files. Donc, en fait, c'est du C compilé, mais qui n'est pas linké. Parce qu'en gros, quand tu écris du C, tu as un compilateur qui convertit ça en assembleur, puis tu as le linker qui crée l'exécutable. La différence, c'est que tu n'as pas de linker, puis c'est ton C2 qui s'occupe de faire le linking pour toi, mais en fait, tu écris du C. Puis là, les gens vont trouver ça vraiment trop difficile, fait qu'on va revenir au scripting. Puis là, j'imagine qu'on va avoir des frameworks apparaître dans les prochaines années qui vont être en Node.js ou en JavaScript natif, parce que techniquement, tu peux rouler ça. Ça va se faire détecter, puis on va retourner un autre truc dans un interpréteur, là, genre Python, surtout maintenant avec Windows qui supporte le subsystème Linux, des trucs comme ça. Python sur du Windows, ça va être de plus en plus commun. Fait que c'est une espèce de roue, mais il y a quelqu'un qui va arriver, hey, j'ai écrit un C2 en JS, puis le monde va dire, wow, c'est new cool thing, mais à la fin de la journée, si tu regardes tout ce qui est écrit en .NET, en PowerShell ou en tous les autres langages, tout ce qu'ils font, en fait, c'est coller des API de Windows juste avec la structure du langage, puis le code reste à peu près le même tout le temps. C'est juste le scripting autour, mais ce qui arrive au niveau visibilité des EDR, c'est littéralement la même chose. Après, les gens souvent confondent aussi l'analyse statique versus l'analyse dynamique. Donc, statique, c'est le morceau de code que tu viens de faire atterrir sur ce système-là, soit en mémoire sur 10. Est-ce qu'il ressemble à quelque chose qu'on considère malicieux, oui ou non? La plupart des outils
que tu vas voir justement dans des posts, ils vont dire regarde, mon truc pas détecté, ils vont adresser cette partie-là, ils vont s'exécuter sans être considéré comme étant malicieux. Après, la partie en mémoire, c'est généralement là que ça se garde. Puis, il y a encore aussi un problème d'industrie où tout le monde refait la même chose. Surtout dans les C2, tu as énormément d'injections de process. Dans les faits, tu n'en as pas de besoin. C'est juste que les anciens frameworks qui étaient là faisaient ça pour des raisons de stabilité, dans le sens où si ton process principal crash, ben, tu n'as plus aucun accès. Donc, ils faisaient des sacrificial process pour faire ce que tu voulais rouler. Comme ça, si jamais il y a un bug, ça crash, ben, c'est ce processus-là qui crash et non ton premier. Techniquement, ben ça, c'est détectable. Il y a même le problème du shellcode aussi. Il y a du shellcode partout, mais dans les faits, dans un contexte de Red Team, tu es dans un contexte d'exécution et non d'exploitation. Tu n'as pas besoin d'avoir de shellcode. Tu as juste besoin d'être capable d'exécuter des commandes, peu importe dans quel contexte, mais tu n'as pas ça. Mais on est pris avec beaucoup de frameworks avec ces limitations-là parce qu'il faut juste refaire la roue avec un différent langage, une nouvelle approche pour exécuter du shellcode, mais ça reste que tu es prêt avec du shellcode, du process injection, toutes des choses que tu n'as pas de besoin qui sont super faciles à détecter d'un point de vue EDR. Il y a plein de façons de contourner ça quand même, mais je pense qu'on overcomplicate les trucs autant du côté offensif que défensif. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer dans mes formations, dans mes trainings. Souvent, la solution est extrêmement simple. Ce que je fais personnellement dans mon day-to-day pour l'évasion d'EDR, c'est pas compliqué. Là. Ça doit faire à peu près 7-8 ans que j'utilise cette technique-là, qui est documenté. J'ai fait des GitHub, j'en parle dans mon training, puis c'est toujours pas détecté, juste parce que c'est simple et efficace, en fait. C'est tout, là, c'est vraiment juste ça. Ça n'a pas besoin d'être super complexe. C'est là où le volet du threat hunting est important, puis la recherche se fait, puis là, c'est là où ça manque aussi. Si on prend le cas du Weirfault qui vient geler le process, ben, moi, dans le temps où j'opérais un SOC, quand j'en attrapais des éléments comme ça, j'allais vérifier sur les postes si c'était normal qu'ils tombent en crash, que des process qui crashent comme ça aléatoirement. Donc, tu as déjà quelque chose, des signaux qui sont là. Les signaux sont là. Les gens ne vont pas les voir parce que, non, mais c'est le process a crashé, c'est normal. Pas tout le temps. Non, exact. Puis aussi, des fois, ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte. Puis l'exemple parfait de Weirfault, ça fait quand même quelques années que c'est populaire, mais pas pour la même raison. C'était utilisé beaucoup dans les C2 comme sacrificial process. Dans le fond, c'est que tu spécifies quel process tu veux qu'il soit utilisé. Puis Weirfault était utilisé parce qu'en fait, c'est un processus qui, normalement, a une courte durée de vie. Donc, ça faisait du sens parce qu'il y a eu un process qui crash, Weirfault arrive, fait ce qu'il y a à faire. Le problème, par contre, c'est que Weirfault n'est jamais démarré sans argument. Il y a toujours des arguments associés à Weirfault. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient leur profil pour leur C2 en disant « utilise Weirfault », pas d'argument. Fait que ça, c'était un indicateur right away, mais encore là, ça revient à ce que tu dis, c'est de connaître Windows plus que le hacking. Puis, fun fact, je pense à Cobalt Strike, par exemple, tu peux mettre des arguments dans ton profil. Fait que pour ceux qui le font pas, vous pouvez rajouter des arguments bidons à chaque fois que vous lancez Weirfault. Si vous utilisez encore ça dans votre profil, ça va au moins déjà aider avec cette règle-là. Puis, c'est plein d'affaires comme ça partout, là, que autant pour les offensives que défensives. Un autre exemple, vite, que je pense à Cobalt Strike, les payloads, mettons le one-liner PowerShell, il regardait l'architecture de ton shellcode parce que ces frameworks-là ont été designés pour toujours aider l'utilisateur, même si c'est pas ce qu'il fait. Donc, si tu avais un PowerShell 32 bits, mais que ton shellcode de 64 ou vice-versa, il validait ça, puis il respawnait un PowerShell dans la bonne architecture. Fait que ça aussi, c'est une règle qu'on avait faite quand on était chez Mandiant. Quand j'étais chez Mandiant, il y a des années, c'est PowerShell spawn PowerShell dans une architecture différente. Puis ben, c'était un super bon indicateur qui t'avait probablement quelque chose avec l'injection comme ça, parce qu'il n'y a personne qui part un 32 bits pour demander au 32 bits de se partir un 64 et vice-versa. Donc, c'est des règles comme ça qu'on avait mis en place qui étaient super efficaces. Puis, tu n'as pas besoin de gros hooks, c'est juste du behavior. Oui, ben, c'est la majorité de ce que c'est tout ce qui ramène. Puis, le Weirfault est un bel exemple de juste la connaissance de Windows. Puis, j'ai trouvé ça sharp parce que je me suis fait ben, c'est bien amusant d'avoir fait ça. Mais il reste que tout ce que j'ai vu en tant que Blue Team, c'est juste des comportements semi-normaux. Puis quand on regarde les traces des attaquants, quand on le voit arriver, puis même il est arrivé des cas où tu le vois arriver, puis tu vois, il est un peu nono, fait que tu le laisses bouger un peu pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Tu le vois, il essaye, puis il frappe tous les classiques. Puis là, tu frappes tous les classiques, puis pouf, là, il y en a un qui a réussi à déverrouiller, puis quand on a fait ça, ben là, on l'a tué. Mais virtuellement, pas physiquement.
Mais l'attaquant, on s'en est débarrassé, on l'a vu, mais on s'est amusé à juste voir c'était quel niveau de technique, capacité technique qu'il y avait. Puis il y avait essentiellement pas de capacité parce qu'il arrêtait à peu près une heure. Il donnait un nouveau toolkit parce que le cloutier qu'il avait essayé ne marchait pas. Puis on le voyait aller. Puis c'est toutes des affaires très, très standards. Essayer d'injecter dans les process, puis tout ce genre de choses-là. Mais en tout cas, bref, moi, il m'est jamais arrivé de voir un attaquant qui savait ce qu'il faisait. Là. C'est juste sont un peu d'hommes puis avancent aveuglément puis en espérant que ça marche. Là. Ouais, mais en même temps, ils n'ont pas besoin, ils ont le volume. Puis ça revient un peu au problème qu'on disait. Tout est rendu connecté, toutes les entreprises sont rendues informatisées. La quantité de petites entreprises, puis on parle petites entreprises d'un point de vue de TI, ne veut pas nécessairement dire petite entreprise au niveau du revenu. Donc, c'est pas vraiment une entreprise qui a 10 postes, mais qui génère 1 milliard par année. Là. Donc, ça devient des cibles intéressantes parce qu'ils investissent zéro dans les TI, mais l'argent est là. Puis la réalité, c'est que les attaquants n'ont pas besoin d'être brillants. Ils vont suivre leur playbook en espérant que ça se rende, puis ça marche. La preuve, il y a des breaches à toutes les semaines sur des grosses entreprises qui se disaient sécuritaires. Puis écoute, ça va pas changer demain. Les attaquants, au pire, vont commencer à prendre des techniques que les Red Teamers font. Puis je pense qu'on en a parlé la dernière fois. Je pense que maintenant, les Red Teamers éduquent les attaquants et non l'inverse parce qu'on est pris à faire des tests dans des environnements beaucoup plus sécures. Donc, tout ce qui vient de évasion de EDR, NDR, tout ça, ça vient beaucoup des Red Teamers qui publient des outils. Donc, rendu là, on a, je pense, inversé les rôles un peu parce qu'on n'a pas le choix. Puis je pense que ça aussi, c'est un problème d'entreprise dans le sens où il va falloir qu'on trouve une façon pour les EDR d'avoir un genre de permission pour les gens professionnels, puis qu'il y a une espèce de clé qui rentre, qui n'a plus besoin de faire de l'évasion pour faire leurs audits, parce qu'on arrive à un point où on fait juste tuer tout ça. Après ça, t'entends qu'il y a des poursuites à gauche, à droite, parce qu'il y a un researcher qui a publié un truc, mais en même temps, ça fait partie de l'écosystème. Il y a ces produits-là dans l'écosystème, on n'a pas le choix de les contourner, puisqu'on a des clients sécures qui veulent voir ce qu'un attaquant pourrait faire. Puis l'attaquant qu'on représente en tant que Red Teamer, soyons honnêtes, la plupart du temps, n'est pas très réaliste, dans le sens où on est beaucoup plus sophistiqué que les attaques. Comme tu disais, la plupart des attaquants sont pas très réfléchis, n'ont pas besoin de réfléchir parce que ça fonctionne, mais quand tu es un red team dans un contexte où le client est plus mature d'un point de sécurité, tu n'as pas le choix d'arriver à un niveau de sophistication qui est pas réaliste, mais la réalité, c'est que c'est ça que les clients s'attendent. Puis si tu regardes la plupart des outils, ils vont bloquer ce qu'on va appeler du commodity malware, puis ils le font relativement bien parce que la plupart des attaquants, c'est ça, mais je pense qu'on est rendu au point où on peut appeler que les red teamers, c'est des genres de groupes nation state sponsored là, en termes de complexité. Donc, c'est rare qu'une petite compagnie au Québec va se faire attaquer par un nation state avec infini budget. Puis le red teaming, maintenant, c'est un peu ça que ça représente en termes de complexité. Là. Oui, non, c'est disproportionnel, puis c'est la façon que c'est un peu l'absurde du red teaming maintenant, puisqu'on teste les capacités des outils de sécurité en place et les équipes de répondre, quand dans les faits, l'attaquant qui va, en général, même passer dans les grandes organisations, va utiliser des moyens beaucoup plus simples, beaucoup plus de base que ça. Et souvent, on oublie de fermer cette petite porte-là qu'on a oublié parce qu'on était plus intéressé par le fait que est-ce que notre TDR est capable d'arrêter ou pas un attaquant d'un degré de sophistication de nation state. Là. Exact. Puis ce que je m'amuse maintenant à dire aux clients qu'on finit des red teams, puis qu'ils ont détecté des trucs très avancés, je dis, ben, vous êtes 10-15 ans en avance, good job. Ou si ça n'a pas été détecté, les trucs sophistiqués, genre, si vous êtes capable de détecter ça, ben, vous êtes prêt pour ce qui s'en vient dans 10 ans, parce qu'il y a à peu près cette espèce de délai-là entre les attaquants, ce qu'ils utilisent. Écoute, il y a encore des attaquants qui utilisent du PowerShell partout. La première règle, selon moi, quand tu fais un red team, c'est roule pas de PowerShell parce que ton client va avoir une règle qui dit si PowerShell est roulé, allume des lumières quelque part, mais les attaquants le font parce qu'ils n'ont pas besoin de s'empêcher de faire ça. Donc, je pense que oui, ça a du bon quand même dans le sens d'être capable de potentiellement avoir des règles pour détecter ce qu'on considère comme étant trop sophistiqué. Mais oui, sur le court terme, je pense qu'il y a des trucs beaucoup plus simples à régler. Déjà encore là, l'exemple parfait, on parlait d'Azure au début. La visibilité d'Azure, c'est pas tout le monde nécessairement que les outils dans Microsoft, là, t'as Sentinel qui est leur propre truc centralisé de log. C'est pas tous les clients qui l'ont, c'est pas tous les clients qui ont les licences E5 pour avoir accès à ça. Tu fais quoi si déjà tu as un cloud, un tenant
rapidement avec un petit budget, puis tu n'as juste pas accès à ça. Tu fais comment pour toi-même monitorer ce qui se passe dans ton infrastructure? Tu es littéralement pris derrière une subscription pour faire ça. Ben, notamment ça, puis d'avoir la compétence, soit à l'interne, ce qui est plutôt rare, ou d'avoir un MSSP qui est capable de t'accompagner correctement aussi, qui vient comme un peu atténuer ton problème. Et les deux situations sont plutôt rares ou quasi inexistantes sur le marché. J'ai des codes bridge qui sont d'une banalité triste, sont tellement tristes, puis ensuite ils vont payer des sommes faramineuses à des firmes pour ramener, c'est parce qu'ils veulent ramener leur business, ce qui est normal. Par ailleurs, s'ils avaient investi le même montant dans des mesures présentées puis une équipe de qualité, ils n'auraient pas mis cet argent-là dans la réparation de bridge. Mais c'est très réactionnel, la cyber, malheureusement. C'est plate de payer 100-150 000 pour un Red Team ou un truc comme ça, même si je pense qu'il y a une très grande valeur ajoutée. Puis encore là, très grande valeur ajoutée, il y a un contexte aussi. Puis je pense que c'est les entreprises aussi d'arrêter de tout nommer un Red Team. Là. Puis deuxièmement, de proposer le bon type de test. Un client qui dit, ben moi, on a un gars de sécurité, puis c'est ça. Je pense pas que c'est un Red Team que tu as besoin. Un bon vieux traditionnel test externe, test interne, ça va prendre avoir plus de valeur parce que le Red Team, il faut pas oublier qu'on est là pour évidemment trouver des chemins vers ce que tu considères valuable, mais on est aussi là pour évaluer ta capacité de détection. Si tu as une personne, peu d'outils, je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de détection, puis c'est normal. Là. Mais encore là, je pense que c'est ça qui est important, puis c'est ça aussi qu'on oublie, puis je le vois beaucoup au Québec, au Canada, là, des firmes qui arrivent avec des trucs Red Team où on arrive quelque part en disant on a fait faire un Red Team l'année passée, tu regardes le rapport, finalement c'est un scan de vulnérabilité qui a été poli comme étant un Red Team, puis après ça, tu as le client qui dit on a payé 12 000 pour ça, vous nous arrivez avec 100 000, pourquoi? Là? Puis c'est d'essayer de se justifier, puis j'essaie du mieux que je peux d'être l'évangéliste du Red Team quand je suis capable dans mes présentations, dans ce que je fais en ligne. Mais la réalité, c'est qu'il y a un énorme travail. Puis ma présence, j'ai remarqué avec les années, beaucoup plus forte en dehors du Québec qu'au Québec, là, dans le sens que déjà mon contenu est beaucoup en anglais, mais je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Puis c'est un peu la mission de tout le monde dans cette industrie-là de corriger la vision de ce qui est un Red Team, ce qui ne l'est pas, puis tous ces exercices-là ont de la valeur. C'est de trouver le bon exercice pour le bon besoin aussi. Oui, absolument. Puis de faire ça. Puis ça fait de faire 15 ans que c'est le même problème, que les gens mélangent tout. Puis il y a 15 ans, on n'avait même pas le thème Red Team pour mélanger encore plus les cartes qu'est-ce qu'on a maintenant. Là. On est d'accord que ça fait des années que l'industrie est mélangée. Oui, bon, on est notre propre ennemi dans ce contexte-là, puis on n'aide pas notre situation. En termes de tendances, là, on a parlé de Azure aussi. Y en a-tu d'autres tendances qu'on doit surveiller cet automne, justement, pour se prémunir puis ne pas faire les journaux? Ben encore là, il y a eu des grosses vulnérabilités sur des systèmes à la Cisco, Fortinet et autres qui sont sortis. Ça, je pense, ça n'arrêtera pas. Encore là, ça fait quand même quelques années. On a vu un shift dans comment les attaquants compromettent les environnements. Dans le temps, c'était beaucoup par du phishing, des trucs comme ça. La réalité, c'est que les outils de détection de phishing se sont améliorés, sont loin d'être parfaits encore là, mais pour revenir à ce qu'on disait, les attaquants ne sont pas nécessairement aussi sophistiqués qu'ils voudraient. Puis d'ailleurs, j'étais au GoSec il y a 2-3 semaines, je crois. Puis j'ai fait une présentation, justement, j'expliquais comment je fais du phishing pour justement pas me faire bloquer. Puis en fait, c'est super simple. C'est tu utilises des solutions qui existent déjà, qui sont autorisées. Tu utilises des fonctionnalités de Microsoft, tu combines tout ça ensemble, tu as des emails qui vont passer gentiment et les gens vont les approuver. C'est sûr que si tu crées un domaine avec des caractères louches, ça va prendre environ 5 minutes avant qu'il soit bloqué. Encore là, tu as le l'âge, donc s'il y a moins de 90 jours, ça va être bloqué directement. Mais tout ça pour dire que les attaquants trouvent que c'est beaucoup plus difficile que c'était de faire du phishing. Donc, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils achètent des exploits ou trouvent eux-mêmes des exploits sur des systèmes exposés. Donc, beaucoup les clients VPN, ce genre de trucs-là. C'est un accès direct au réseau. Puis ça, je te dirais que depuis quelques années, c'est très, très, très fréquent. C'est là. Il y a plusieurs solutions à ça, dans le sens où c'est soit d'enlever ces solutions-là. Maintenant, encore là, avec Azure, il y a plein d'options pour donner justement des applications internes pour donner accès à seulement ce que tu as besoin, pas nécessairement tout le réseau. Là. Si par exemple, tu as une application d'HR, probablement que tu peux faire un SSO à travers ton tenant vers cette application-là, d'avoir
la connecter VPN, des trucs comme ça. Mais oui, je crois que si vous avez des trucs là, qui sont exposés pour du VPN, assurez-vous que ce soit mis à jour à chaque instant, parce que ça, c'est une question de temps. Encore là, je pense que le dernier, là, c'était dans Cisco. Il me semble que j'avais vu un truc, là, il y en avait 56 000 ou 55 000 d'exposés sur Internet. Là. Ils n'étaient probablement pas tous générables, mais... Ouais, ben c'est ça. Cisco, WatchGuard, SonicWall, pour prendre Fortinet aussi également, ils ont tous été touchés par des vulnérabilités dans les derniers mois. Donc, c'est sûr que c'est les systèmes qui sont exposés en plus. Fait que, on achète la paix parce qu'on a un firewall. On se dit, ouais, c'est cool, on a un firewall. Un, il faut bien le configurer. Deux, il faut le patcher. On ne peut pas le laisser là. Ça, on va se faire rattraper. Puis les délais d'exploitation sont particulièrement rapides par rapport à ce qu'il y avait dans l'ancien temps. Maintenant, on parle de questions d'heures avant qu'on commence à voir les attaques automatisées commencer à scanner. Là. Je blâme un peu l'industrie pour ça, je pense, parce que les gens travaillent beaucoup à leur fierté. Maintenant, dans ce sens-là, j'ai trouvé une vulnérabilité dans un truc critique où on a vu un attaquant de Wild, on va publier tout de suite, puis on va avoir la preuve de concept qui va apparaître sur Twitter dans l'heure après, puis là, tu as des gens qui jouent, puis ben, si moi je l'ai vu, il y a aussi des attaquants qui l'ont vu, donc je pense que ça aussi, ça fait partie du problème, malheureusement, de dire qu'une vulnérabilité critique, c'est une chose, de donner essayez-le, preuve de concept, puis la plupart du temps, malheureusement, ces vulnérabilités-là, c'est une requête HTTP avec un paramètre puis un URL spécifique pour avoir du code execution. C'est sûr que je pense pas que ça a de la valeur puis que ça aide personne, parce qu'il y a 1000 raisons pourquoi quelqu'un sera pas capable de fixer la vulnérabilité dans les prochaines 24 heures. Là. Donc, je pense que de publier toujours les preuves de concept, ça aide pas nécessairement vraiment, mais écoute, ça, c'est une opinion personnelle. Là. Ben, ça revient un peu à ce que tu disais sur le fait que les Red Team développent beaucoup d'outils. Ben, c'est le même univers, c'est le même, peut-être pas le même orgueil, mais ça devient quand même le même espace où tout ça est publié pour des fins qui sont peut-être discutables pour la protection des entreprises. Oui, je pense que c'est vraiment plus dans un aspect de visibilité. C'est regarder une grosse vulnérabilité, regarder la personne, la compagnie associée à la vulnérabilité en espérant que ça fasse son chemin, puis qu'ils reçoivent des appels, puis qu'ils signent plus de business. Encore là, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est ça, parce que on fait mousser, on donne des logos à des vulnérabilités, on fait des sites web, on veut qu'il y ait de l'attraction, on veut que ça soit quantifiable, qu'il y ait des clics, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans dans l'industrie. Il y avait un CVE, puis ça disait, l'information n'est pas publique, il y a une vulnérabilité XY, puis c'était assez abstrait pour que justement un attaquant soit pas nécessairement capable de la reproduire en 32 secondes. Ouais, puis là tu rajoutes l'intelligence artificielle qui est capable de dériver le bulletin en une quasi de preuve de concept fonctionnelle en l'espace de quelques minutes. Donc, on a un réel problème de publier ça trop rapidement. Mais le revers à ça, puis là, c'est là où je me trouve entre deux, c'est qu'il faut quand même le savoir pour être capable de se défendre, mais comment on peut publier sans mettre tout le monde à risque. Oui, clairement. Puis je pense qu'il faut juste que l'industrie aussi se réaligne, parce que il y a aussi une partie que je trouve un peu unfair de la part des vendeurs de produits de sécurité. Ils veulent tout le knowledge des gens techniques, mais eux sont pas prêts à partager de l'autre côté aussi. Puis je pense que ça s'applique un peu aussi à ça. Là. Eux vont trouver des vulnérabilités critiques, vont faire des recherches, vont aller dire à leurs clients, on a ça. Eux, ils vont à peu près rien publier, vont garder ça, sauf qu'on s'attend que la communauté, elle, partage tout. Je pense que c'est pas tout qui est bon à partager, puis je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Puis encore là, c'est pas dans le but de garder ta sauce secrète, là, si je peux dire ça comme ça. C'est juste dans un but de, est-ce que de pertinemment afficher la preuve de concept complète sur Internet va vraiment rendre le monde plus secure? Probablement pas 24 heures après que ça a été détecté. Un mois, il y avait les responsible disclosure dans le temps, là, tu trouvais une vulnérabilité, tu écrivais au client, il te répondait pas, tu avais un genre de 80 jours, si tu veux pas, après, au moins 80 jours, ça laisse un peu de temps. Je pense que ça pourrait être ça aussi, d'avoir une espèce de norme où on trouve une vulnérabilité, qu'elle soit exploitée in the wild ou pas, si tu as la preuve de concept, attends au moins 80 jours après que la patch a été faite avant de le publier. Au moins après ça, si les red teamers ou les gens veulent l'utiliser dans leur truc, ça sera eux. En même temps, de toute façon, dès que tu sais, si tu veux, tu peux faire la recherche aussi, puis je pense que ça revient un peu au parallèle, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de red teamers qui sont des gens d'utilisation d'outils. Ils vont utiliser l'outil, mais ils font pas la recherche. Puis je
je pense que c'est là aussi que ça peut faire une distinction. C'est un red team plus mature avec des gens qui font comme parfait, on a ça, on va la trouver la vulnérabilité de nous-mêmes, puis on va la réimplémenter sachant qu'elle existe. Parce que c'est un peu comme faire un CTF, pour faire un parallèle un peu douteux. Quand tu fais un CTF, tu sais qu'il y a une vulnérabilité au bout parce que ça a été conçu pour qu'il y ait une vulnérabilité. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose comme ça que d'arriver sur une application, regarder une fonctionnalité qui a peut-être aucune vulnérabilité, tu ne sais pas quand tu fais un test. Donc je pense de savoir qu'on a cette version-là, on sait qu'il y a quelque chose, on a des petites brides d'informations, je pense que ça aide énormément pour ceux qui font de la recherche à trouver la solution de façon assez réaliste dans un temps qui fait du sens versus juste Cisco, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être pas, ou peu importe le vendeur. Oui, ben c'est ça, le partage, c'est un grand point, là. Puis justement, puis le plus dans l'open source, le fait que les compagnies utilisent de façon non contrôlée, puis retournent peu ou pas les informations, ça, c'est un peu embêtant. Là. Puis en cyber, on aurait besoin de partager plus pour le bénéfice de tous, pas pour les poches d'une grande entreprise. Exact. Puis je pense que c'est ça aussi, là, c'est de partager des rule sets. Il y en a plein. Là. Il y a plein d'initiatives par la communauté pour le threat hunting, tout ça. Mais encore là, je trouve que les gros vendeurs sont pas nécessairement ceux qui partagent beaucoup dans ces trucs-là, mais vont bénéficier énormément de ce que la communauté a construit pour leur propre revenu, si on peut dire un peu dans la lignée de ce que tu disais. Là. Oui. D'autres tendances pour cet automne? Ben, c'est sûr de toujours rester quand même à l'affût parce qu'on sait jamais, on est à une surprise près. Des fois, les gens sont assez surprenants pour trouver des vulnérabilités avec le temps de libre. Je te dirais, d'un point de vue professionnel, c'est la fin des budgets, donc c'est généralement la saison plus active au niveau des tests. Là. Les gens veulent brûler leur budget de cyber qui leur restait, donc c'est sûr que il y a beaucoup de travail, mais c'est aussi souvent une saison où on voit des vulnérabilités qu'on n'a pas nécessairement vues encore. Mais je réitère encore, pour ceux qui ont des tenants Azure, faites un audit. Je vais probablement finir par publier le tour. Ce que j'ai fait, c'est juste qu'il n'est pas encore assez à mon goût pour être public, donc ça va probablement aider les gens. Puis d'ailleurs aussi, étrangement, je vois de plus en plus, surtout aux États-Unis, de compagnies qui sont avec le Google Enterprise. Là. Sachez que la plupart des vecteurs qui s'appliquent à Azure, là, dont on parle de device code phishing, que j'ai parlé 1 million de fois, d'utiliser des applications tierces pour se donner des privilèges, tous ces concepts-là existent aussi dans ce contexte-là. Donc, encore là, les features sont plus ou moins répliquées avec des noms différents, mais on n'est pas non plus à l'abri de ce genre de vecteur-là. Si on n'est pas avec Microsoft, c'est une fausse croyance. Un truc aussi que j'ai vu beaucoup, c'est des employés qui se font engager, qui sont techniquement travaillent pour des pays non neutres politiquement. C'est super intéressant de voir leur modus operandi. Là. Peu importe comment ils réussissent à passer le processus d'embauche, c'est sûr que c'est d'être capable d'identifier ces gens-là. Souvent, ça va être des développeurs qui vont avoir accès au code source. Donc, j'imagine que le endgame, c'est d'aller voler le code ou d'aller rajouter une petite surprise chocolatée dans le code. Là. Mais c'est sûr que c'est des choses quand même que tu veux monitorer parce que c'est une réalité. J'ai eu la chance de travailler sur quand même plusieurs cas comme ça. Puis c'est intéressant. Le pattern est pas mal toujours le même. Un autre truc aussi avec les GitHub Actions, là, justement, il y a une genre de vulnérabilité qui est sortie récemment où il y avait des gens qui leakaient leurs clés, des trucs comme ça. C'est sûr que c'est un développeur qui finit par leaker sa clé. Ça va être une question de secondes avant que ça soit fait, mais encore là, pour revenir un peu à ton point, pour avoir vu un cas de ça, l'attaquant était définitivement pas très brillant. Là. L'objectif, c'était clairement de voler la propriété intellectuelle, puis fouille-moi pourquoi, renommer tout leur repo puis les mettre publics, ça a été la première chose qu'ils essayaient de faire. D'un point de vue pas se faire détecter, je suis pas sûr que c'est la bonne approche. Là. Je comprends pas pourquoi une fois que tu as la clé, tu te fais des git clones, une loop bash puis c'est fait. Là. Avec le nouveau GitHub Client, c'est assez facile de lister tous les repos, faire une loop puis de les downloader localement sur ton système. Puis c'est très rare que tu vas avoir des repos qui vont être 200 gigs. Là. Donc, c'est pas, j'ai pas trop compris la manœuvre, mais sans grande surprise, ça a évidemment alerté le client. Donc, ça a été fait plus discret, ça a été probablement plus long avant qu'il s'en rende compte, mais à cause de
à cause de la boldness du move, si je peux dire ça comme ça, ça a été détecté immédiatement, puis il n'y a eu à peu près aucun impact du point de vue de l'attaquant. Évidemment, ça aurait pu être largement pire, sachant que l'attaquant avait des clés d'un développeur de cette entreprise-là, puis qui avait accès à tout leur guide privé. Là. Ouais, ça, j'en ai vu quelques-uns comme ça. Puis c'est pour ça que je les trouve un peu coco. Ils arrivent, ils prennent du temps pour gagner un accès, puis ils brûlent dans les minutes qui suivent en faisant des gestes bold, comme tu dis, qui sont trop bruyants pour la nécessité des accès qu'ils ont pour mener peu importe l'action qui est voulue à travers. Puis je trouve ça fascinant parce que je me demande, est-ce qu'encore là, c'est un skills gap? Pourquoi on a fait ça? Des fois, il y a des trucs que je regarde dans des incidents parce que c'est pas ça que je fais mon day-to-day, mais souvent, quand il y a des trucs associés à ce que je pourrais faire, on va me demander de regarder un œil, puis je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Je comprends littéralement pas. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes comprennent pas ce qu'ils font? J'arrive pas à comprendre. Même exemple là, avec la clé là, qui avait été volée puis qui ont mis du crypto miner. Là. Il aurait pu littéralement backdoorer des centaines de repos. Puis la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est de mettre un crypto miner à la place. Parce que ces repos-là allaient finir par être clonés, utilisés dans plein de software, dans le NPM. Mais non, on a mis un crypto miner, puis je sais pas si on dit en combien, mais je pense que la personne a fait comme $60 avec ça, un truc du genre. Oui, celle-là a été particulièrement comique, mais c'est encore là, c'est comme si. Puis ça me fait rire parce que ça me ramène il y a longtemps où on appelait ça les script kiddies à l'époque. Exact. C'est strictement ça qu'ils font, avec aucune sophistication, puis ils savent même pas ce qu'ils font. Mais ils essayent de faire de l'argent rapide. Exact. Je pense qu'ils réalisent même pas que les accès qu'ils sont capables d'obtenir pour être plus grands, déjà, si tu as un accès privé sur un guide d'un développeur comme ça, des trucs comme ça, clone-toi une clé déjà, mets-toi un backup, comme ça, si lui il réalise, il y a reset, ben t'en as toujours une, ça veut pas dire qu'il va aller voir s'il y a une clé qui a été rajoutée, des trucs comme ça. Un truc, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, là, les comptes Hotmail qui se faisaient compromettre, les gens, ils s'en rendaient compte, ils resettaient leur mot de passe, tout allait bien, puis ils reperdaient leur compte le lendemain encore, puis ils comprenaient pas pourquoi. C'est parce que tu peux mettre un backup email dans ton compte, puis l'attaquant, ce qu'il faisait, c'est qu'il se rajoutait un email là-dedans. Ça fait, écoute, ça doit faire 20 ans de ça, là. Puis c'est des concepts simples. Là. Si tu veux garder une persistance, arrange ça pour avoir un autre accès. Puis ils vont même pas jusque-là. Puis quand tu as des clés comme ça de développeurs qui ont des packages avec des millions de downloads, mais encore là, ça revient à ce que tu dis, je pense, il y avait juste pas de visibilité. J'avais vu un truc, il y avait un state actor, là, je ne me rappelle plus c'était où, mais je pense qu'il avait compromis un barrage aux États-Unis. Il y avait un accès là-dedans. Puis encore là, je pense qu'il n'avait pas réalisé que c'était ça. Puis c'était ça, il avait déployé un crypto miner dans un barrage. Là. Il aurait pu faire un méchant bordel, mais les gars, en arrière de ça, ont fait nous, on a ça, on veut rouler un crypto miner sans réaliser qu'il aurait pu prendre, faire de l'extorsion pour dire si vous ne donnez pas 1 million, on va noyer des gens. Puis je pense à ce que tu dis, les gens n'ont pas l'aspect de reconnaissance, c'est du rinse and repeat. Ils font quand on a des accès, on roule notre affaire, OK, on fait 4 piastres, good job, on passe au prochain. Il n'y a aussi pas de conséquences. Je pense que c'est un autre problème, surtout que ce qui est le fun des crimes informatiques, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Tu peux avoir des gens dans des pays où la réalité, c'est on n'ira jamais faire aucune action légale contre ces gens-là pour plein de raisons politiques mondiales. Donc, être un peu, comme tu disais, un script kiddie dans un pays comme ça, il n'y a pas d'impact. Si tu as fait $60, c'est $60 de plus. Peut-être qu'il aurait fait 1 milliard, mais... Ouais, c'est ça qui est terrible. Puis de l'autre côté, puis c'est inquiétant de savoir que tous ces fonds-là existent, sont capables de rentrer dans des barrages, sont capables de rentrer dans l'NPM, sont capables de faire des choses comme ça. Et de l'autre côté, la seule chose qu'ils font pour qu'ils l'utilisent, c'est des éléments banals. Fait que s'il y avait un vrai attaquant, on aurait des problèmes beaucoup plus importants. Exact, en fait, c'est ça. Là. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense qu'en fait, c'est peut-être une bonne chose. Sauf qu'encore là, si on va un peu dans la conspiration, est-ce que ça fait partie du master plan pour cacher les grosses attaques on the side qu'eux, on n'a pas vues? Peut-être, peut-être pas. Personnellement, je pense pas. Je pense juste que le piratage et les mauvaises configurations sont rendus trop accessibles. Fait que c'est juste trop facile, en fait, là, de pirater tout et rien sans nécessairement avoir l'expertise. Si on regarde même historiquement, là, comme dans le temps avec Kevin Mitnick, là, c'est quoi? C'est dans les années 90, je pense, là, qu'il s'est fait arrêter, ou fin 80. Là. Ouais, dans ces eaux-là. Là.
Puis de ce que j'avais vu, en gros, je pense qu'il avait compromis un FTP avec un mot de passe par défaut ou un truc du genre qui était considéré appartenant à la NASA ou un truc comme ça. Là, je ne me rappelle pas exactement tous les paramètres, mais l'attaque pour le temps était sophistiquée parce qu'il n'y avait pas d'outils simples pour aller faire ça, puis ça avait l'air sophistiqué, mais maintenant, se rentrer dans un FTP, c'est pas trop compliqué. Puis ça va plus loin que ça parce que je sais pas, puis je connais pas Kevin Mitnick personnellement, puis paix à son âme, là, mais j'avais lu des trucs comme quoi qu'il avait pas le droit d'utiliser un téléphone parce qu'il y avait du blue box, ça, c'est de faire le son pour syntoniser des trucs, puis appeler, des choses comme ça. Puis en fait, tu te rends compte que c'est physiquement impossible avec ta bouche de faire ces tonalités-là. Donc, il y a quand même des juges qui croyaient que c'était humainement possible de faire ça, puis qui ont mis des restrictions sur ça. Puis il y avait un truc comme quoi il disait qu'ils pouvaient whisper le code pour lancer les missiles nucléaires aux États-Unis à travers le téléphone ou un truc comme ça. Puis il y a des gens qui voyaient ça comme étant un problème, mais est-ce que c'est encore là? Il y avait clairement un manque d'expertise des autorités. Là. Il y a personne qui a fait ben non, ça se fait pas. Puis c'est super drôle en plus parce qu'il y a quelques années, ils ont déclassifié un truc, puis le code des missiles pendant comme 25 ans, c'était juste 0, 0, 0, 0, 0, 0. Fait que quand tu te mets à analyser ça puis voir des trucs comme ça, tu fais c'est encore pire en fait. C'est que le code des missiles nucléaires était même pas là. Ils ont juste laissé le truc par défaut en assumant que personne n'allait se rendre là. Puis je trouve que c'est drôle de voir ces problèmes-là en décalé là, parce que dans les faits, pense-y, là, avoir l'expertise qu'on a aujourd'hui, il y a 20 ans, le monde est en feu. Le monde est en feu, c'est sûr. Là. Il y a quelqu'un qui se rend là, ça prend 2 minutes, il essaye le code 0000, puis c'est fini. Là. Ouais, mais c'est le nombre de flashs qu'on a vu des admin ou des choses comme ça. C'est toujours cette espèce de présomption-là que personne va aller là. Personne ne va faire ça. Puis là, ben là, maintenant, la quantité de gens qui testent tout ça, puis ça mène au fait qu'il y a des barrages, des choses qui sont attaquées par des gens qui ont pas peu ou pas de connaissances. Parce que les attaquants sérieux vont s'attaquer sur des cibles sérieuses. Les attaquants pas sérieux, ben, s'attaquent sur n'importe quoi, là, tout ce qui bouge. Fait qu'on est à ce moment-là, puis ça me rappelle des années 90 sur les modems câbles, à la fin de l'école secondaire, les attaques explosaient jusqu'à l'heure du souper. Ensuite, tu avais une pause après 1 heure et demie, puis ça reprenait après 7-8 heures jusqu'à peu près 11 heures le soir quand les adolescents se couchaient. Ouais. C'était littéralement ça, puis là, c'est le modem câble, c'était l'asile. Puis si t'avais un NetBIOS ouvert, ben sorry, c'était la fin de ta vie. Là. Exact, c'est ça. Mais encore là, c'était la réalité de ce temps-là. Puis il y a probablement énormément de professionnels qui viennent de ces années-là puis qui ont forgé leurs skills et leur expertise. Mais ce qui est le fun aussi, je pense, c'est que dans ces années-là, c'était pas documenté aujourd'hui. Puis l'aspect curiosité était énormément là. Puis ça a permis à ces gens-là aussi de développer des bonnes bases. Puis ce qui manque, je trouve, à la communauté moderne, c'est ces bases-là. On veut pirater des trucs immédiatement, on veut faire des gros exploits avec des rope chains, des trucs comme ça, mais on veut pas apprendre à coder. Je pense que de comprendre comment un programme fonctionne va définitivement t'aider à créer ce genre d'exploit-là, tout ça, mais on dirait que cette partie-là, les gens la trouvent pas intéressante, mais au contraire, je trouve que c'est tellement plaisant versus juste briser des trucs, parce que briser des trucs, c'est la finalité, mais de te rendre là, de bâtir ton propre rope chain, par exemple, là, c'est beaucoup plus intéressant, puis de comprendre tout ce qu'il y a derrière ça que juste hey, j'ai un outil qui le fait, puis je pense qu'on en parlait la dernière fois avec MS08067 là, qui avait été utilisé par Comflaker. C'est un exploit qui était pour le temps extrêmement sophistiqué, mais Metasploit l'a rendu super accessible, puis ben, c'est une réalité qui s'applique encore aujourd'hui. Il y a des outils sur GitHub qui sont extrêmement puissants avec plein de fonctionnalités qui permettent de tout faire. Tu as juste à faire oui, puis tu compromets des trucs sans même savoir ce que tu fais. Puis je pense que ça nuit à la qualité des gens, en fait, en termes de connaissances quand l'outil est tout fait, tout cuit dans le bec. Là. Oui, effectivement. Puis on va conclure sur ça. Très agréable de t'avoir jasé une autre fois suite à notre intervention NordSec. Tu vas revenir à d'autres choses. On va aborder des sujets peut-être un peu plus étroits que les tendances, justement pour partager des éléments où, justement, un peu comme tu te plains que les gens ne connaissent pas, mais on va essayer d'amener cette connaissance-là un peu plus loin pour les aider à progresser. Autant pour le bénéfice de se défendre correctement que d'avoir les connaissances pour tester cette sécurité-là. Définitivement. Puis le but, c'est vraiment ça. Je pense, c'est de faire réaliser à des gens
qu'il y a plus que ce qu'on voit en surface, que malheureusement, dans les conférences où on va, on a toujours les mêmes speakers qui racontent un peu les mêmes choses, qui restent dans leur terrain connu. Puis j'essaie de pousser ce genre de présentation-là dans des conférences moins techniques pour... Évidemment, j'adapte aussi ma présentation, mais j'essaie d'avoir plus de visibilité là, pas pour moi, mais pour faire comprendre à un plus grand bassin de gens que la cyber, c'est important. Puis ça fait vraiment une différence à la fin de la journée. Puis des fois, de monter des morceaux d'attaque de façon très vulgarisée au niveau, ça va allumer des gens, ça va stimuler des gens à creuser. Puis à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu des super belles réactions de gens qui étaient moins techniques, qui étaient curieux, qui ont été posés des questions de travail, puis qui ont fait bouger des choses, là. Puis encore là, moins technique, ça peut être jusqu'à des ciseaux, des trucs comme ça, là, que je considère que ça peut avoir de la valeur, là. Donc définitivement, je pense que c'est important. Absolument, merci beaucoup. D'ailleurs, juste une petite chose, mon ordinateur me dit qu'il y a un risque de gel au sol ce soir, donc pour Montréal. Donc, je pense qu'on est en saison qui commence à refroidir un peu. Tant longtemps qu'ils disent pas que ton ordinateur va geler, c'est correct. Non, ça devrait bien aller, mais faites attention à vous, se couvrir un peu, c'est la saison de la grippe, des pommes, puis du gel au sol. Enfin, merci. Merci à toi. Bye.